Mesdames et messieurs, il est plus de 20h30 passé sur notre chaîne. Vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition, à cette soirée du mardi 5 juillet 2022. Dans les informations de ce jour, justement, l'information selon laquelle le tribunal Anous ne traite que 10 plaintes par jour a engendré des polémiques sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une photo qui date de la période de la propagation du Covid-19 dans le pays et qui a été expressément partagée sur les réseaux selon le procureur général du tribunal de première instance d'Antananarivo aujourd'hui. Le tribunal a changé de façon de travailler afin de lutter contre la corruption et éviter les intermédiaires. Cette nouvelle manière de travailler n'aurait pas plu à certains, d'où la propagation de fausses informations comme celui-ci, souligne ce procureur. Les détails avec Rad Ramananzatouv et Secha Ranjenassi. Le procureur du tribunal de première instance d'Antananarivo a affirmé aujourd'hui que le contrôle et le suivi des nouvelles procédures mises en place au niveau du tribunal sera strict après la propagation de fausses nouvelles et de rumeurs comme ce qui s'est passé hier sur les réseaux sociaux. À noter qu'une nouvelle stratégie a été mise en place pour renforcer la lutte contre la corruption et éviter les intermédiaires au niveau du tribunal d'Anous. Ainsi, cette nouvelle mesure n'a pas plu à certaines personnes, raison pour laquelle les rumeurs ont circulé selon le procureur aujourd'hui. Rappelons que ces affiches qui ont circulé sur les réseaux sociaux datent du temps de la période de propagation du virus Covid-19. La propagation de ces affiches entache la réputation du tribunal de première instance d'Antananarivo sur les réseaux sociaux, souligne le procureur de cette instance aujourd'hui. Dans un tout autre sujet, à présent, outre les appuis alimentaires, le PAM, au Programme alimentaire mondial, s'engage actuellement dans la réhabilitation des infrastructures. Une signature de protocole d'accord entre la représentante du PAM à Madagascar et le ministre des Travaux publics s'est tenue aujourd'hui dans le cadre de la réhabilitation du pont de Manandji dans le district de Vuipene qui a été ravagé par les intempéries. La réhabilitation de ce pont facilitera l'acheminement des aides du PAM aux victimes. Il s'agit d'un début de la coopération entre le PAM et le ministère, selon le ministre. Reportage sur les images de Kevin Ravounersan. Outre les projets déjà initiés par l'État dans la réhabilitation des infrastructures routières à travers le ministère des Travaux publics, les partenaires techniques et financiers sont également prêts à appuyer l'État pour la réhabilitation des infrastructures ravagées par les intempéries. À cet effet, le PAM, au Programme alimentaire mondial, appuie le ministère des Travaux publics dans la réhabilitation du pont de Manandji dans le district de Vuipene, un pont qui facilitera l'acheminement des aides alimentaires aux victimes des intempéries. Et on a vu de première main des problématiques en termes d'infrastructures, des dégâts qui ont été provoqués par le cyclone. Et donc, on a été très sensible à voir pour plusieurs raisons. Première, pour acheminer tout ce qui est assistance aux populations, donc qu'il soit des vivres, qu'il soit les distributions en effectif, et d'avoir un axe routier qui permet ça d'une manière rapide, et ça réduit les coûts, ça aide la population, ça fait arriver plus vite l'assistance. Le ministre de son côté affirme qu'il s'agit du début de coopération entre le PAM et le ministère des Travaux publics. Le ministère est également prêt à collaborer avec les autres partenaires et établira une liste des projets qui ont besoin d'appui pour les présenter aux partenaires techniques et financiers. Néanmoins, il faut aussi établir un climat de confiance avec les partenaires. Aussi, l'objet du protocole qu'on a signé aujourd'hui ne se limitera pas sur ces travaux, mais qui nous permettrait d'élargir un petit peu les collaborations au niveau de la recherche de financement. Et le ministère des Travaux publics, par le biais de l'agence routière, va faire tout pour mettre en œuvre la liste des ouvrages et des infrastructures qui interviendraient avec les zones que le PAM intervienne et s'assurer d'avoir tous les documents, les estimations, la liste et même les descriptifs de chaque axe afin que nous puissions ensemble et surtout avec la PAM de chercher des financements. La signature d'un protocole d'accord entre le PAM et le ministère des Travaux publics s'est tenue cet après-midi dans les locaux du MTP à Anous.
Toujours dans cette page économique, les formalités commerciales seront mises à jour afin de réduire le temps et le coût des échanges des marchandises. Parmi les innovations figure la digitalisation de la certification phytosanitaire et la mise en place d'une décision anticipée sur la classification tarifaire des marchandises importées et exportées. Cela a été présenté officiellement aujourd'hui à Anous. C'est le détail avec Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Madagascar s'attend à des améliorations tangibles pour effectuer les échanges commerciaux suite à l'achèvement de ces deux initiatives destinées à moderniser les processus d'importation et d'exportation. En effet, le premier projet consiste à aider Madagascar à passer du processus de certification phytosanitaire manuelle vers une digitalisation. Cela permettra d'économiser du temps et de coûts et devrait avoir un impact significatif pour le pays. La dématérialisation permet à la fois d'avoir un document à temps réel, aussi ça nous permet d'avoir un document qui est authentifié directement. Il n'y aura aucun doute parce que c'est une plateforme qui est partagée avec les administrations compétentes, donc ceux qui ont accès à la plateforme et surtout pour éviter tout surflux de temps pour les dédouanements. Par ailleurs, un système de décision anticipée sur le classement tarifaire et l'origine douanière a également été mis en place. La décision anticipée qui rentre, comme je l'ai évoqué, dans les normes de l'OMD et l'OMC va nous procurer une transparence et prévisibilité. Il y aura une décision qui va être octroyée par l'administration douanière bien avant que les marchandises arrivent au port et même bien avant que les marchandises soient embarquées. On a une année pour faire valider, en fait, pour que cette décision soit valable et les opérations qui vont se faire sur cette décision anticipée vont nous procurer un gain sur le délai des dédouanements. Ces projets réalisés grâce au partenariat avec un privé ont été présentés ce jour à Anoussi. 5 grandes lignes ont été évoquées aujourd'hui lors de la conférence des présidents des universités ou CPU qui s'est tenue au siège du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Fiadanen. C'était aussi la première rencontre du staff du ministère avec les nouveaux présidents d'universités, les directeurs généraux des IST et des chefs d'établissement. Cette CPU a été présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique via une visioconférence. Mervoula Tferin nous en dit plus. Presque toutes les universités de Madagascar, à l'exception d'Ansranen, sont en train d'achever l'année universitaire 2021-2022. À noter que le paiement des bourses d'études s'étale sur 9 mois, mais les cours doivent être menés à leur terme pour ceux qui n'ont pas encore terminé les leurs. C'est ce qui a été évoqué ce jour dans le volet état d'avancement des activités pédagogiques 2021-2022. Toujours à l'issue de cette conférence des présidents d'université tenue à Fiadanen, il a été également décidé que le deadline pour l'achèvement des cours pour cette année 2021-2022 est fixé à octobre 2022 dans toute l'île. Par ailleurs, les inscriptions et les réinscriptions au sein des universités ayant terminé leur programme se feront du 26 septembre au 31 octobre 2022. Par contre, les réinscriptions pour l'université d'Ansran auront lieu du 15 octobre au 20 novembre prochain. Les inscriptions pour les nouveaux bacheliers d'Ansran se feront aux mêmes dates que celles des universités susmentionnées. La rentrée administrative est prévue le 26 septembre 2022. Par ailleurs, l'investiture des nouveaux présidents d'université sera tenue entre le 10 septembre et le 10 décembre de cette année. Le 5e point évoqué lors de cette CPU concerne la loi sur l'autonomie universitaire et des établissements publics d'enseignement supérieur. Les articles 2, 12, 17, 21, déclarés non conformes à la Constitution par la HCC, ont été amendés et seront présentés au Parlement en octobre lors de la 2e session ordinaire. Parlons santé à présent, il n'y aura plus d'explosion de cas de Covid-19 comme auparavant malgré l'augmentation du nombre des nouveaux cas actuellement selon le ministère de la Santé publique. La prévention ne doit pas dépendre du changement du nombre des cas, ainsi il faut toujours respecter les gestes barrières et l'intégrer dans la vie quotidienne. Radraman Anzatouf.
Les nouveaux cas de Covid-19 ont augmenté depuis quelques années déjà. 406 cas ont été recensés durant la semaine dernière, selon les statistiques officielles, si 372 ont été enregistrés la semaine d'avant. Mais cela ne signifie pas qu'il y aura une nouvelle explosion du nombre des nouveaux cas dans le pays, comme lors de la troisième vague, selon le ministre de la Santé publique aujourd'hui. La première précaution à prendre pour éviter l'augmentation du nombre des personnes contaminées est le respect des mesures sanitaires, selon les explications. De plus, l'État octroie déjà des moyens de prévention et de protection contre la maladie, comme la vaccination ou encore l'utilisation de CVO. Toujours concernant la santé publique, une formation des agents de santé sur le programme de formation en épidémiologie de terrain a été dispensée par le ministère. Une formation qui se base sur le contrôle et les enquêtes concernant les cas de maladie et les épidémies. La formation de ces acteurs dans le domaine de santé durera 3 mois pour cette première édition. Les descentes sur terrain et les formations théoriques ont été à la base de cette formation, d'après toujours le ministre. Toujours dans cette page sociale, côté météo, selon les prévisions du service de la météorologie, la température minimale avoisine les 2 à 21 degrés Celsius si la maximale sera entre 18 à 31 degrés Celsius en cette saison hivernale dans le pays. Ce sera dans les hauts plateaux que le froid se fera le plus ressentir, selon toujours Météo Madagascar. Reportage. Selon cette annonce, Madagascar est actuellement en pleine saison hivernale. Les alizés de moyennes intensités définiront le climat, mais ils seront de faible intensité pour mercredi et jeudi prochain, selon les prévisions de la météorologie. Le vent soufflera sur la partie nord de l'île, surtout les côtes est et ouest. Le temps sera également nuageux avec quelques averses pour la région Analandsroof et les côtes de Sava et Ansnanan. Dans les autres régions, le temps sera sec si quelques nuages sont attendus sur les hautes terres dans la matinée, mais cela se dissipera dans la journée. Le climat hivernal reviendra au galop à partir de vendredi, ainsi la partie est et les hautes terres rencontreront quelques averses. Pour ce mercredi, la température augmentera dans plusieurs régions du pays, selon les prévisions de la météorologie aujourd'hui. Il n'y aura pas de grands changements dans les autres régions. Face à ce changement de conditions et de température, il est conseillé à tout un chacun de se protéger et de rester au chaud, car diverses maladies se manifestent en saison froide, surtout pour les enfants et les personnes vulnérables, selon les médecins. Et pour clôturer les actualités locales, toutes les ruelles qui sont en mauvais état dans la commune d'Ivato seront réhabilitées avant la fin de cette année, selon le maire aujourd'hui. Les travaux seront effectués en collaboration avec les entrepreneurs et le député IRD élu dans le district d'Ambujachim, où la commune d'Ivato a aussi bénéficié de nouveaux lampadaires de la part de l'État aujourd'hui. Reportage de Fandjessena Mireille et Yves Janel. Les résidents du Fukuntan K2 de la commune d'Ivat se plaignent du mauvais état des ruelles. En saison des pluies, elles sont glissantes et salissantes. Selon Naval, cette ruelle était auparavant un étang qui a été remblayé et sa réhabilitation arrive à point. Le maire de la commune d'Ivat, avec le député du parti IRD élu dans le district d'Ambujachim, sont descendus sur les lieux pour voir l'avancement des travaux de réhabilitation et pour installer de nouveaux lampadaires. Un représentant du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures a été à leur côté. Selon le maire d'Ivat, Pendrandian Arsou, toutes les ruelles d'Ivat qui sont en mauvais état seront réhabilitées en collaboration avec des entreprises privées et le député élu dans le district d'Ambujachim. Plusieurs quartiers de la ville sont également dans le noir à cause du manque d'éclairage public. Ainsi, la commune a fait appel au ministère de l'Énergie et l'État, et ce dernier a répondu positivement en octroyant de nouveaux lampadaires qui seront installés dans les quartiers qui n'en ont pas. Dans les actualités internationales de ce soir, au moins 6 personnes ont été tuées et 26 blessées dans une fusillade hier lors d'un défilé organisé à l'occasion de la fête nationale américaine dans une banlieue de Chicago, ont annoncé les autorités locales. Le suspect a été arrêté au terme d'une traque de quelques heures. France 24 nous en dit plus. La traque n'aura duré que quelques heures. Robert Crimo, 22 ans, a été arrêté. Il est l'auteur présumé de la fusillade ayant tué au moins 6 personnes ce lundi 4 juillet, non loin de Chicago. La journée s'annonçait pourtant festive en ce jour de fête de l'indépendance américaine. Ici à Highland Park, ses habitants avaient commencé à défiler avant d'entendre un tir qui sera suivi de plusieurs autres. On demande à tout le monde de rester chez soi et de rester vigilant. On a mobilisé des centaines de policiers.
Le suspect aurait tiré sur la foule alors qu'il était posté sur un toit. D'après la police, un fusil a été retrouvé sur place. Plusieurs habitants de Highland Park ont mis du temps à réaliser ce qu'il se passait. Je pensais que c'était la marine qui rendait hommage au drapeau avec leurs carabines. Mais quand j'ai vu les gens courir, j'ai pris mon fils et on s'est mis à courir aussi. Je me souviens juste d'avoir vu de la fumée au sol. On était très proche de là où ça s'est passé. Je me souviens avoir entendu des tirs, puis des bruits de rechargement et encore des tirs. Les gens criaient et couraient. C'était traumatisant et terrifiant. Après la fusillade, le président américain a réagi. Joe Biden s'est dit choqué et a rappelé l'une de ses priorités, poursuivre la lutte contre les violences par arme à feu. Et le président Joe Biden promet de poursuivre le combat contre les armes à feu. On va l'écouter. J'ai signé une loi, la première vraie loi sur la régulation des armes à feu depuis 30 ans. Et les choses vont encore s'améliorer, mais pas sans un dur travail collectif. Vous avez tous entendu ce qui s'est passé aujourd'hui. Le général Abdel Fattah al-Burhan a déclaré hier que l'armée ne participera plus au dialogue national mené au Soudan, de laisser les forces civiles former un gouvernement de personnalités compétentes. Cette annonce intervient alors que des centaines de Soudanais organisent pour le 5e jour consécutif des sit-ins à Khartoum et dans ses banlieues. De France 24. Un discours de quelques minutes seulement et une annonce. Nous avons acté la non-participation de l'institution militaire aux négociations actuelles, qui sont facilitées par le mécanisme tripartite, afin de laisser la place aux forces politiques et révolutionnaires et aux autres factions nationales pour former un gouvernement civil aux compétences nationales indépendantes. En clair, les militaires annoncent quitter le pouvoir et ne garder que les prérogatives de la défense et de la sécurité. Ils confient aux civils le soin de former un gouvernement. Dans le centre de Khartoum, où des manifestants occupent le terrain depuis 6 jours, l'allocution est accueillie avec circonspection. Et même avant le discours, beaucoup affirmaient ici qu'ils ne faisaient pas confiance au chef militaire. Ce sit-in continue, il est illimité, les gens vont continuer à venir. On ne partira que si les comités de résistance nous disent de lever le camp. Ces comités, alliés aux forces pour la liberté et le changement, la colonne vertébrale du gouvernement de civils limogés lors du putsch des militaires, planchaient lundi soir sur une réponse à donner. Il y a urgence car le pays se trouve dans une situation économique très difficile. La communauté internationale a coupé le robinet de l'aide pour forcer les militaires à lâcher le pouvoir et l'inflation atteint plus de 200%. Le revirement des généraux intervient 5 jours après une manifestation violemment réprimée, portant le bilan à plus d'une centaine de morts depuis le putsch du mois d'octobre dernier. Puisqu'on parle du Soudan, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé avoir rencontré aujourd'hui à Nairobi l'homme fort du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, en marge d'un sommet de l'organisation est-africaine IGAD, quelques jours après un nouvel incident frontalier entre les deux pays qu'opposent plusieurs contentieux. Toujours un reportage de France 24. Eh bien oui, à première vue, cela va apaiser puisque le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a tout de suite tweeté après sa rencontre avec le général al-Burhan pour préciser qu'ils s'étaient mis d'accord pour résoudre leurs problèmes de manière pacifique et que leur lien commun devait dépasser toute division. Et c'est pour cette raison que ce sommet extraordinaire à Nairobi était important parce que les chefs d'État qui forment l'IGAD ne s'étaient pas rencontrés depuis 18 mois et que la région connaît de nombreux conflits depuis 1 an entre la guerre au Tigré en Éthiopie, le coup d'État au Soudan ou encore les récentes tensions à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il y a aussi une très forte sécheresse qui est subie dans la région depuis de nombreux mois.
une sécheresse la plus grave depuis 40 ans. Et donc le porte-parole de la GAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, s'est lui également félicité sur Twitter que ce genre de réunion, ce genre de sommet était un signe de solidarité au sein de l'organisation et qu'il envoyait un message fort à la communauté internationale pour dire que quand il y a des problèmes, les chefs d'État peuvent se retrouver et régler leurs problèmes au sein de la région de l'Afrique de l'Est. Pour rappel, l'Éthiopie et le Soudan sont en désaccord depuis de nombreuses années suite à la construction de ce barrage le long du Nil. Il y a 3 semaines, le gouvernement éthiopien a fait savoir qu'il était prêt à reprendre les négociations, alors qu'il souhaitait commencer le 3e remplissage du barrage. Le Soudan n'a pas commenté pour le moment cette attaque, mais le Caire, de leur côté, ont fait savoir qu'un accord juridique devait absolument aboutir et que les inquiétudes n'étaient pour l'instant pas résolues quant à ce barrage. Merci Élodie Cousin en direct de Nairobi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.